très belles, vraiment, m'ont toujours semblé les premières lignes de Cro-Blanc. Ces lignes où Jack London dit que l'homme est le plus inquiet de tous les vivants, celui qui, en raison de sa pauvreté en instinct, peine à trouver sa place dans le monde. Et voilà les premières lignes de Cro-Blanc de Jack London. Car le mouvement répugne au Wilde, et la vie lui est une offense. Il congèle l'eau pour l'empêcher de courir à la mer. Il glace la sève sous l'écorce puissante des arbres jusqu'à ce qu'ils en meurent, et plus férocement encore, plus implacablement, il s'acharne sur l'homme pour le soumettre à lui et l'écraser, car l'homme est le plus agité et le plus inquiet de tous les êtres, jamais en repos et jamais là, et le Wilde déteste le mouvement. Le mot wild, c'est un terme générique qui désigne la nature glacée de l'Amérique du Nord, notamment l'Alaska, ce froid sans pitié qui, de la fin de l'automne jusqu'au printemps, semble vouloir glacer le monde. Comme si la vie, dans ce qu'elle a de jaillissant, de métamorphique, d'ondoyant, de divers, d'inventif, de créatif, eh bien, lui était une forme d'offense. Animosité du Wilde à l'endroit de la vie, mais animosité plus grande encore du Wilde à l'endroit de la vie humaine, car en effet, l'homme est le plus inquiet de tous les vivants. Inquiet, ça veut dire qu'il ne peut pas rester en repos. Le mot latin quies, quietis désigne le repos. L'inquiétude, c'est l'impossibilité d'être en repos. Quies, quietis, d'où les boules du même nom, qui singularisent l'homme dans la nature. Mais alors, où l'origine de cette inquiétude de l'homme, de cette impossibilité de l'homme de rester en repos? Sinon précisément dans sa pauvreté en instinct qui fait que l'homme cherche d'abord sans la trouver sa place dans le monde. L'homme est le vivant qui vient à la vie sans le mode d'emploi de la vie. C'est l'animal inquiet, désorienté et peut-être même d'abord errant. Désorienté parce qu'il semble que l'homme ait perdu cet orient, l'est, que les animaux ont reçu de la nature sous la forme d'un instinct qui est un guide sûr dans la vie. L'instinct qui permet aux animaux, je le répète, de trouver sans avoir besoin de la chercher leur place dans le monde. Le froid vient, eh bien regardez ce premier animal se réfugier dans les profondeurs de la terre après qu'il a beaucoup mangé pour y hiberner. Le Wilde commence à prendre son empire sur le monde. Regardez ce second animal rejoindre ses collègues, puis migrer vers de plus chaleureuses contrées. Hibernation de la marmotte, migration de l'hirondelle noire. Voilà deux moyens instinctifs d'échapper au froid. Et je l'ai dit instinctif parce qu'ils ne me paraissent pas avoir été précédés d'une délibération consciente. Je n'imagine pas que l'hirondelle se dise, voyant le froid venir, eh bien que il serait peut-être bon de partir vers des régions plus chaudes. Elle ne peut pas ne pas migrer. À l'origine de la migration d'hirondelles, il n'y a pas une délibération consciente dont les premières prémices seraient qu'ici on se les gèle, et les secondes qu'on a vues à la météo qu'il fait plus chaud au Maroc, et la conclusion qu'il faut partir, si possible en groupe, cela rendra le voyage plus intéressant. Non, l'hirondelle ne peut pas ne pas partir, et l'infaillibilité avec laquelle elle trouve sa place dans le nuage d'oiseaux m'en informe assez. Il s'agit là d'instinct. Même chose pour l'hibernation de la marmotte. Je ne crois pas qu'à l'origine de l'hibernation, il y ait une délibération consciente dont la première prémisse serait qu'on se les gèle, et la seconde qu'en mangeant beaucoup, eh bien, on pourrait emmagasiner un peu de graisse, un peu de quoi passer la saison. Non, elle ne peut pas ne pas hiberner. Mais l'homme, lui, l'homme n'hiberne pas, l'homme ne migre pas. Ne mettez pas sur le même plan le roupillon du collégien au fond de la classe à côté du poêle en hiver et l'hibernation de la marmotte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez réveiller le collégien qui roupille, mais vous ne pouvez pas réveiller la marmotte qui hiberne. De même, ne mettez pas sur le même plan les migrations saisonnières des vieilles dames riches du 16e arrondissement qui quittent généralement Paris en hiver pour aller à Nice, et la migration de l'hirondelle.
car l'hirondelle ne peut pas ne pas migrer, alors que la vieille peut ne pas aller à Nice. D'ailleurs, elle n'y est pas allée cette année, peut-être par peur d'un nouvel attentat, ou bien pour organiser le mariage de son petit-fils, ou bien parce qu'elle, depuis la défaite de Nicolas, eh bien, elle ne quitte plus son 16e arrondissement dans l'attente que l'usurpateur socialiste qui règne à l'Élysée ait enfin été remplacé. Et donc, en effet, je dirais que l'instinct trouve sans chercher, alors que l'intelligence cherche d'abord sans trouver. Notre pauvreté en instinct nous voue d'abord à une forme de désorientation. L'animal cherche sans avoir beaucoup de besoin de la chercher, sa place dans le monde. L'homme, ne l'ayant pas reçue, eh bien, doit d'abord la chercher sans la trouver. Il est en effet désorienté, c'est-à-dire qu'il a perdu l'Est, pardon. On peut même dire qu'il est à l'Ouest. Et je trouve génial le sens que nos jeunes donnent à cette expression. Hein. Être à l'Ouest, c'est justement ne pas être à l'Ouest, c'est être perdu. Il a perdu l'Est, puisqu'il est désorienté, il est à l'Ouest, et il est tellement à l'Ouest qu'il a perdu le Nord. Resterait alors le Sud, le lieu chaleureux où nous voudrions retourner quand nous perdons le sens de notre existence, quand l'existence nous devient fardeau plutôt que cadeau, ce qui pourrait peut-être expliquer que la vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer veuille aller à l'école où l'attend sa mère, ou veuille retrouver la maison de ses origines. L'hypothèse est à considérer. Lorsqu'on n'a plus l'Est, lorsqu'on est tellement à l'Ouest qu'on a perdu l'Ouest et même le Nord, il resterait peut-être le Sud, ce lieu chaleureux où nous espérons en effet trouver quelqu'un qui justifiera notre place dans le monde. Il n'en reste pas moins que, en effet, l'homme paraît venir à la vie sans avoir le mode d'emploi de la vie. Alors que l'oiseau trouve presque infailliblement sa place dans le nuage d'oiseaux, la marmotte la sienne dans les profondeurs de la terre, il semble que l'homme doive d'abord, quant à lui, la chercher longtemps avant que de la trouver. Et en effet, parce que la nature ne dit que peu à l'homme quel rapport il doit avoir à lui-même, aux autres comme au monde, eh bien, il lui faudra choisir parmi toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui, celle qui lui apportera un petit peu de quiétude, un peu de tranquillité. Et c'est alors que, pas pauvre en instinct, l'homme va inventer les habitudes. Les habitudes de la quotidienneté, c'est ce qui va tenir lieu d'instinct à l'homme qui tant en manque. Les habitudes que nous allons acquérir dans les premiers temps de notre vie, eh bien, vont stabiliser le rapport que nous aurons à notre corps, à l'autre et au monde. Et Aristote définit parfaitement l'habitude comme étant une seconde nature, une seconde nature, parce que ce que nous faisons par habitude ressemble à ce que l'animal fait par instinct. Ce qu'on fait par habitude, on le fait avec la même spontanéité, la même mécanicité, la même absence de délibération consciente qu'on trouve dans l'instinct animal. Donc en effet, l'habitude est une seconde nature. Mais l'habitude est une seconde nature. Parce que l'instinct, qui est une première nature, est-ce que l'animal n'a pas pris, le possède toujours déjà, et donc ne saurait perdre sans se perdre. Une hirondelle qui ne sait plus migrer, une marmotte qui ne sait plus hiberner vont mourir. L'habitude, en revanche, c'est ce que l'homme a pris et donc il peut perdre. Nous venons à la vie sans le mode d'emploi de la vie. Nous cherchons sans d'abord la trouver notre place dans le monde. Vivent ces habitudes, en effet, qui vont nous permettre de trouver une certaine régularité, d'habiter le quotidien en un équilibre subtil entre la régularité et l'improvisation. Le problème, c'est que l'habitude qui s'est prise peut se perdre. N'est-ce pas ce que Rousseau sut si bien dire dans une page où, évidemment, il ne parle pas de la maladie d'Alzheimer, mais qui me semble évoquer très bien ce que sont les vies des malades de cette maladie-là, de l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Pourquoi l'homme est-il seul sujet à devenir imbécile ? N'est-ce point parce qu'il retourne ainsi dans son état primitif et que, tandis que la bête qui n'a rien acquis et qui n'a donc rien à perdre reste toujours avec son instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui a fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même. Oui, Aristote a raison de dire que l'habitude est une seconde nature, et l'habitude, en effet, c'est ce qui structure notre manière de vivre, mais cette structuration peut se perdre. Bien souvent, outre les habitudes qui permettent à l'homme d'habiter ce quotidien, de retrouver le mode d'emploi de la vie que la nature ne lui a point donné,
Il y a aussi l'habitat. Et évidemment, ces mots sont proches. Habitus a donné habit, habitude et habitat. Et nous autres qui n'avons pas reçu notre place dans la nature, des mains de la nature, eh bien, nous allons généralement la trouver sous la forme de la maison, sous la forme de cette maison bachelardienne qui serait, je dirais, notre coin du monde, entre le ciel dont nous venons peut-être et la terre où nous allons sûrement. Un asile pour notre âme, un refuge pour notre cœur. Et aucun d'entre nous n'a oublié cette maison des origines, cette maison d'enfance qui, quand bien même du point de vue des normes de l'ARS, eh bien, n'était pas forcément très habitable, était habitable du fait que précisément elle nous avait été léguée par les nôtres. La maison, c'est le refuge de l'intimité. Nous n'habitons pas une maison que pour des raisons immédiates de climat, échapper au froid ou au chaud, de pudeur, ne pas être vu nu par les autres, de sécurité, échapper aux bêtes sauvages, ou bien alors, comme le dit bien à tort Trotsky, pour garder jalousement privées des richesses qui devraient être communes. Hein. Trotsky, dans Leur morale et la nôtre, dit qu'une fois la société communiste advenue, il n'y aura plus besoin de clés ni de serrures, parce que tout sera à tout le monde. Non, nous ne fermons pas la porte de nos maisons simplement pour priver la communauté de biens qui devraient être communs. Nous fermons la porte de notre maison pour protéger notre secret, notre intimité. Et alors, en effet, la maison bachelardienne, c'est cela. C'est un lieu confessien, c'est mon coin du monde, un asile pour mon cœur, un refuge pour notre âme. Et il y a évidemment une impalpable conjoncture qui lie le soi et le chez-soi. Le domicile, c'est un lieu d'identité psychique individuelle parce qu'il permet de définir un espace intérieur, intime, au sens de ce qui est au plus profond de nous-mêmes. C'est un lieu que l'on peut rendre inaccessible aux autres ou accessible comme on le voudra. La maison, plus encore que le paysage, est un état d'âme, disait Bachelard. L'espace habité où le non-moi protège le moi. Et il y a un rapport entre la maison, domus, et le dominus. Domus, la maison, ça vient de dominus, qui est le maître de maison. J'ai une certaine souveraineté sur ma vie. Le personnage dit dominus a autorité sur sa domus. Il la représente, il l'incarne, il est le maître de séant. Dans son domicile, l'habitant a le sentiment d'être souverain, d'exercer un droit d'usage sur un territoire qui lui est propre. Et en effet, souvenons-nous de ces maisons des origines. Ce qui les distingue des logements, Bachelard disait que la maison n'est pas qu'un logement, c'est que la maison, c'est un espace singulier et hétérogène. Singulier parce que ma maison, c'est pas la vôtre. Dans ma maison, il y a une odeur qui est l'odeur de ma famille, que moi je ne connais pas, hein, mais que vous savez, si vous repartez de chez moi et que j'enferme votre tourtière, vous avez apporté une tarte aux poires, eh bien, je l'enferme avec un linge qui vient de chez moi. Quand vous rentrez chez vous, vous dites, ça sent la maison Fiat. Et en effet, cette odeur, elle m'est totalement singulière. Moi, j'en ai pas conscience, mais vous la savez. Donc, la maison, c'est un lieu singulier, unique, et c'est un lieu hétérogène, parce que l'odeur de la cave n'est pas celle du grenier, l'air n'est pas la même dans la chambre et dans l'entrée. La lumière de la cuisine n'est pas celle de l'escalier. La chambre des parents est un espace attirant et interdit. Les pièces de réception ne sont pas l'arrière-cuisine. L'arrière-cuisine, c'est souvent le lieu où on apprend le cancer du grand-père ou la sclérose en plaques de l'épouse, où les secrets de famille timidement se lisent. Et alors, dans ce grenier, dans ce lieu privé, nous protégeons notre rêverie. Oui, l'homme vient à la vie sans le mode d'emploi de la vie, mais il va, grâce à ses habitudes et grâce à son habitat, enfin trouver sa place dans le monde. Oui, mais il y a irruption de la maladie dans la maison. Et alors, l'irruption de la maladie dans la maison peut en effet changer ce lieu presque idyllique en un lieu peut-être infernal. Toute cette structuration peut être changée par la maison. Le syndrome de Diogène fait qu'il ne quitte plus ce lieu-là, qui n'est pourtant pas le plus accueillant, et qu'il ne va même plus là où il aimait tant aller.
Le fauteuil fait qu'elle ne peut plus aller dans le grenier où elle aimait rêver et peindre. Elle perd le sens de l'alternance du jour et de la nuit. Elle veut faire la cuisine en pleine nuit et veut dormir le jour. Sa fatigue fait qu'elle a besoin de cette sieste et qui fait que même au moment où la soirée est merveilleuse d'invention et de joie, eh bien, elle n'y participe pas tant elle est fatiguée. Et alors, en effet, je voudrais à ce moment-là comprendre éventuellement qu'on puisse avoir envie de ranger le dérangé, de placer le déplacé. Celui, en effet, dont les mots sont considérés, les gestes, les mouvements comme déplacés. Il crie, ou il reste immobile, ou il erre dans la maison, ou il fugue, il mange ses excréments, il n'éteint pas le gaz. Comment ne pas être tenté de ranger le dérangé, de placer le déplacé? Il faut tenter de comprendre l'apparent parjure de celui qui, après lui avoir dit que jamais il ne la mettra dans une maison, en éprouve la tentation. Oui, l'irruption de la maladie dans la maison eh bien, peut créer de telles turbulences que la description idyllique que je faisais plus haut de la maison pourrait être pour le moins inquiétée. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Oui, oui, mais les uns fatigués, épuisés d'être malades, désorientés par la maladie, les autres fatigués, épuisés d'accompagner. Comment la rencontre de ces deux fatigues pourrait-elle ne pas assombrir la maison? Et la maison bleue de se transformer en un huis clos sordide, où ceux qui se sont jadis tant aimés ressemblent maintenant aux Jean Gabin et à la Simone Signoret que nous donne à voir le chat de Simenon Granier de Fer. J'ai une maison pleine de fenêtres en large et en long. Mais oui, mais la maison pleine de fenêtres de se transformer en un espace confiné qui sent le renfermer. Et l'odeur propre à chaque maison, je le répète, une famille c'est d'abord une odeur, d'être remplacée par une nouvelle odeur qui rappelle tellement celle de l'hôpital, un mélange incertain mais en tout cas peu joyeux d'odeurs d'éther, de mauvaise soupe et d'urine. Et la maison ouverte sur l'horizon de perdre sa clarté, la fatigue étant comme une brume qui alourdit le rapport à son propre corps, à l'autre et au monde, et la fatigue d'obscurcir l'horizon. Le maintien à domicile paraît une merveille, mais il y a dans cette idée de maintien quelque chose d'un peu coercitif. Parlons plutôt, comme Michel Billet, d'un soutien à domicile. Évitons le dogmatisme, car l'attente solitaire de l'aide-soignante ou du petit-fils, ça peut être une chose terrible, car le huis clos sordide d'exaspération entre l'aidant naturel, comme on dit, et celui qui doit aider, peut aussi être quelque chose de terrible. Soit soutenons cet être qui a trouvé sa place dans le monde, dans sa maison, soutenons-le à domicile. Mais la maladie à domicile, ça n'est pas chose facile. L'arrivée des soignants, des psychologues, des bénévoles dans la sphère de l'intime du domicile est souvent une chose nécessaire quand il y a ces maladies-là. Elle n'en est pas moins souvent douloureuse et bouleversante pour chacun. Lorsque la maladie entre à la maison, eh bien, il y a aussi une difficulté pour les soignants et les bénévoles d'entrer dans la maison. Ça semble redoubler le sentiment d'intrusion. Je n'avais pas invité cette maladie chez moi. Et je n'avais pas invité celui non plus qui vient m'aider à la vivre. L'entrée de la maladie dans une famille, c'est une intrusion, une effraction, parfois un traumatisme. Et voilà quelques paroles de malades, des maladies dont on parle ici. Lorsque je me réveille, je voudrais me rendormir. Ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est un cauchemar, que je vais me réveiller. Ma maison est envahie de machines, ma table de nuit est encombrée. On a encore déplacé mes lunettes et ma petite radio. Je ne peux plus rien faire seul et personne ne vient lorsque j'appelle. Je préfère ne plus voir personne. Je ne reconnais plus ma maison. Non seulement elle est envahie par le lit médicalisé, par le linge qui s'amoncelle, par les médicaments et autres pansements, ça encore c'est normal, il en a besoin. Mais il y a toujours du monde qui passe et je ne sais jamais à quelle heure les attendre. Il faut que je sois là, disponible pour ouvrir la porte, à la merci des passages. Je suis à la merci de la maladie et des passages. Je n'ai plus ni temps, ni espace pour moi. Ni temps, ni espace pour moi. Nous venons au monde sans le mode d'emploi, nous venons à la vie, sans le mode d'emploi de la vie, mais grâce à nos habitudes, grâce à nos habitats, nous trouvons en effet notre place singulière dans l'espace-temps et la maladie vient turbuler, vient perturber cette structuration de l'espace et du temps. Reste cependant dans cette maison, malgré le lit médicalisé et les machines, eh bien,
ces bibelots, ces photos, ces housses de couette, ces étoffes, ces tableaux, qu'il faut continuer de regarder pour qu'en effet ce monde reste habitable. Il faut cependant comprendre que la maladie neurodégénérative rend instable cette stabilité qu'on avait trouvée, qu'elle ramène celui qui souffrait de désorientation quand il était sans est, tellement à l'ouest qu'il avait perdu l'ouest, le nord, justement à sa prime désorientation. Et bien souvent, en effet, il me semble que ces maladies, alors évidemment selon des protocoles différents, la sclérose en plaques n'est pas la sclérose latérale amyotrophique, qui n'est pas la maladie d'Alzheimer, mais dans tous les cas, ou Parkinson, dans tous les cas, en effet, déstructuration de la manière d'habiter l'espace et du temps, et je dirais qu'en effet, bien souvent, c'est à l'errance et à l'attente que sont voués les malades et leurs proches. À l'errance et à l'attente aussi parce que depuis la loi HPST, qui nous dit quelque chose sur le territoire, je dirais que le système de santé est devenu parfois une chose si complexe qu'il voue souvent les patients et leurs proches à l'attente et à l'errance. À l'attente parce que bien souvent la MDPH, quand bien même elle ferait bien son travail, met beaucoup de temps à renvoyer les dossiers, ou quand elle vous les renvoie, vous dit qu'il manque 2 pièces sur les 18 et donc qu'il faut tout recommencer. Et l'attente, en effet, est une chose très difficile, car celui qui attend ne peut pas habiter le présent. Il faut comprendre que l'attente nous fait faire sécession d'avec le présent. Allez dans un café pour réfléchir sur l'attente. Vous verrez tout de suite la différence qu'il y a entre les gens qui attendent et les gens qui n'attendent pas. Les gens qui n'attendent pas sont présents. Ils sont non seulement présents physiquement, mais présents moralement. Les gens qui attendent ne sont pas présents. Plutôt, ils sont présents physiquement, mais ils ne sont pas présents moralement. Et en effet, celui qui n'attend pas est présent à son Parisien, à son Corse Matin, à son Figaro ou à son Monde. Enfin, il n'y a pas beaucoup le Monde dans les bistrots, mais enfin, dans certains, si. Il lit vraiment l'article et ça l'intéresse. Celui qui n'attend pas est présent à son verre de blanc. Il est présent à la conversation qu'il a avec le patron. En revanche, celui qui attend, celui qui est tout tendu vers la silhouette espérée, il lui a donné rendez-vous, il est très amoureux, et évidemment, elle est en retard, alors qu'il n'y a pas plus exact que les femmes qu'on n'aime pas. C'est justement parce qu'il l'aime beaucoup qu'on dirait qu'elle le fait exprès d'être en retard. Et donc, pour divertir l'attente, précisément, il essaie de lire le Parisien, Corse Matin, ou le Figaro, ou le Monde. Mais il lit 4 fois la même première page sans rien graver. Il commande un verre de blanc, mais il le goûte à petite lampée, parce que ce serait vraiment très triste de ne pas partager avec elle. Il a une conversation apparente avec le patron, mais en fait, il n'en entend que la mélodie, et non pas la pensée qui l'innerve. En effet, attendre, c'est ne pas être présent. Ce qui caractérise l'attente, c'est cette tension vers l'avenir attendu qui s'accompagne souvent d'une indifférence ou d'un mépris agacé pour le présent. L'attente enlève au présent sa substance, ses couleurs, ses richesses. On peut dire au malade, mais enfin, tu as plein de choses autour de toi, vis. Mais non, quand on attend, on ne vit plus. Nicolas Grimaldi le dit avec éloquence, remarquant qu'une maison peut bien être remplie de livres rares, de tableaux merveilleux, de bouteilles de vin à l'étiquette prometteuse, de meubles de prix. Lorsqu'ayant tout fouillé, les policiers n'ont pas trouvé le document ou la pièce espérée, quand ils redescendent, ils déclarent sans sourciller au commissaire qui les attend, il n'y a rien. L'attente nous fait faire sécession d'avec le présent. Elle est une manière de s'expatrier du présent, le disqualifiant. Parce que le propre de l'attente est d'être uniquement attentive à ce qu'elle cherche et jamais à ce qu'elle trouve. Parce que le présent est par définition vide de ce qu'on attend, sinon on n'attendrait pas. L'attente considère généralement le présent comme aussi peu que rien. Aussi, le malade qui attend vit sans vivre. Le présent le plus riche lui apparaît comme la pauvreté même, et le temps qui le sépare de ce qu'il attend, notamment de l'arrivée de celle qu'il aime, n'a pour lui que la morne et agaçante inconsistance d'un délai. Oui, nos malades sont très souvent voués à l'attente. Et peut-être plus encore souvent voués à l'errance, parce que ce système de santé très complexe, en effet, transforme parfois le malade
un de ces personnages errants dont la littérature su nous donner le portrait. Je veux parler de Joseph K, du château de Kafka ou du procès de Kafka. Voyez, donc il est convoqué quelque part, mais on lui dit que c'est pas là qu'il fallait aller. Il est convoqué à une autre maison, à un autre. Oui, parfois, nous sommes voués à cette errance-là. Et je dirais qu'à ce moment-là, oui, l'errance douloureuse, eh bien, transforme l'homme en une espèce d'étranger dans ce monde. L'errance, c'est un thème littéraire extraordinaire. Il y a l'errance du héros romantique allemand, vous savez, du Wanderer. Hein, c'est le poète romantique allemand, celui qui justement ne trouve pas sa place dans le monde. Il faut rendre hommage à Schubert et à Mahler, au cycle de Lieder de Mahler, qui s'appelle Lieder eines fahrenden Gesellen, les chants du compagnon errant. Et le premier des chants du compagnon errant, c'est un chant, pardon. Je suis épuisé, j'ai pas assez dormi, puis en plus, bon, passons. Non, c'est magnifique. Fiat deuxième, on coupera au montage. C'est un chant où, justement, le héros dit « Ich bin der Welt abandon gekommen ». Je suis venu dans ce monde abandonné par ce monde, vous voyez. Alors, c'était le lot de chacun d'entre nous. On est venu à la vie sans avoir le mode d'emploi de la vie, mais on a trouvé des habitudes, on a trouvé un habitat, on a structuré tout ça. Mais quand on est malade, on redevient ce Wanderer, hein. Et malgré ma mauvaise voix et ma fatigue, j'essaie quand même de rendre hommage à Schubert. Fremd bin ich eingezogen, fremd sieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen, mit manchen Blumenstrauß. En étranger, je suis entré chez eux. En étranger, à nouveau, je m'en vais. Le mois de mai ne m'était pas hostile. Ils m'avaient offert plus d'un bouquet fleuri. Leur jeune enfant me parlait bien d'amour. Sa mère encore d'un prochain mariage. Mais à présent, oh, que le monde est gris et mon chemin est de neige recouvert. Ça, c'est l'errance du Wanderer romantique allemand, celui qui ne trouve jamais sa place dans le monde, qui à chaque fois qu'il croit qu'il l'a trouvé, eh bien, en est chassé. Évidemment, ce Wanderer, c'est également le juif errant. Le juif errant, Joseph K. du procès ou du château de Kafka, Der fahrenden Gesellen de Mahler, le Wanderer de Schubert, celui en effet qui ne trouve pas le repos dans la paix, mais aussi Don Quichotte. Car il s'agit en effet, pour arriver à habiter le quotidien, lorsque la maladie a déstructuré le quotidien, lequel était fait d'habitude et d'habitat, eh bien, pour essayer d'habiter le quotidien, il faut peut-être en effet comprendre que l'errant, le dérangé, le perdu, celui qui a perdu l'usage du monde que lui avaient donné ses habitudes et son habitat, eh bien, plutôt qu'être regardé comme un paria, comme un juif errant, comme un Joseph K, comme un Wanderer, comme un fahrenden Gesellen, pourquoi ne pas essayer de le voir comme un Don Quichotte? Don Quichotte, c'était, vous savez, le chevalier errant. Il avait souvent triste figure, mais pas toujours. Et je voudrais faire l'éloge de Sancho Panza. Car en effet, lorsqu'on a affaire à un incohérent, à quelqu'un en effet qui nous paraît désorienté, je répète, il avait trouvé un peu d'orientation, et puis voilà que de nouveau il est à l'ouest. Bon, eh bien, il me semble que à cette incohérence, essayons d'opposer une cohérence. Errons avec lui. Don Quichotte sait, Sancho Panza sait que Don Quichotte vaporise un peu de la toiture. Vouloir réinventer la chevalerie alors qu'elle n'existe plus depuis très longtemps, confondre les moulins à vent et les chevaliers, bon, prendre une paysanne édentée, vulgaire et malodorante pour une dulcinée, pour une princesse, c'est vraiment souffrir de quelques dérèglements cognitifs, soit. Mais Sancho Panza va entrer dans le jeu. Il va errer avec Don Quichotte. Co-errance. Et cette co-errance est une manière de murmurer qu'il n'est pas si un
cohérent que soi. Christian Bobin écrit « Ainsi alliez-vous, arpentant les grandes étendues stériles de la vie commune, perdu, errant, passant outre, votre âme grinçante entre vos chairs, votre gorge trouée par le crochet d'une vieille étoile. Il n'y avait personne à traverser, à prendre avec vous le chemin. Qui peut veiller sur celui qui veille? Qui peut veiller sur celui qui veille ?» Autre manière d'évoquer ces incohérents apparents qui souffrent du syndrome de Diogène, errent, enfin, c'est le contraire, le syndrome de Diogène, qui se promènent, qui fuguent, qui marchent tout le temps. Eh bien, qui peut veiller pour celui qui veille, qui ne dort plus, qui n'arrête pas? Eh bien, le cœur. Et le cœur, c'est aussi le courage. Une de mes étudiantes infirmières raconte cette histoire d'une vieille dame qui en effet erre, éthérante, incohérente, et elle lui dit « Vous cherchez quelque chose? Puis-je vous aider à chercher ?» Et la vieille dame souffrant d'Alzheimer de la fixer dans les yeux et de dire « Je me cherche, je me cherche ». Et le mot « chercher » vient du latin « circa », « circum » qui veut dire « autour », circarrer, faire le tour. Alors parfois, il est vrai que ces malades foutent un sacré cirque dans notre structuration de l'espace et du temps. Mais se chercher et ne point se trouver tout à fait, n'est-ce pas le lot de tous les hommes? Et il s'agit en effet de comprendre que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Certes, la maladie voue le malade à certaines impossibilités, mais j'aime citer cette phrase de Heidegger, la mort, c'est l'impossibilité du possible. En allemand, ça se dit au minimum, der Tod ist der Unmöglichkeit der Möglichkeit und der Möglichkeit der Unmöglichkeit. Genre de formules qui rendent un peu les gens fous. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des gens, on appelle ça les derviches tourneurs, qui passent leur temps à tourner comme ça en rond. À mon avis, c'était des gens tout aussi sains de corps et d'esprit que vous et que moi, en tout cas que vous, parce que moi je suis un peu philosophe, donc un peu bizarre, qui un jour ont lu cette formule de Heidegger. La mort, c'est l'impossibilité du possible et la possibilité de l'impossible. C'est une formule qui a l'air très obscure à première vue. À seconde, elle ne l'est pas, car si la mort, c'est l'impossibilité du possible, alors tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Et en effet, dans les secondes qui viennent, j'ai une infinité de possibilités qui s'ouvrent à moi. Bon, pas une impossibilité, parce que je ne peux pas m'envoler dans les airs. Je ne peux pas rester ici, aller là-bas. Je ne peux pas devenir invisible. Il m'est arrivé de désirer avoir ces trois dons. Le don d'invisibilité, quand je rougissais longuement devant quelqu'un. Le don d'ubiquité, quand je suis invité à 2 soirées également séduisantes et que je ne peux pas me diviser. Le don du vol. Je n'ai pas ces dons-là. Mais à l'intérieur des quelques limites que la nature m'impose, que de possibilités me sont offertes. Dans les secondes qui viennent, je peux rester debout ou m'asseoir. Je peux continuer de parler ou me taire. Rassure-toi, Emmanuel, je vais bientôt me taire. Je peux continuer d'essayer d'être courtois, respectueux, ou je peux devenir très discourtois, très irrespectueux, dire de très méchants et vilains mots, me mettre nu, uriner devant vous. Rassurez-vous, je ne ferai rien de tout ça. Je pourrais le faire. Mais quand je serai mort, je ne pourrai plus rien faire de tout cela. Quand je serai mort, je ne pourrai pas me lever ou rester assis. Je ne pourrai pas parler ou me taire, je ne pourrai pas être courtois ou discourtois. Alors bien sûr, ces maladies-là souvent restreignent le champ du possible. Et si je suis rendu tétraplégique par la maladie, je n'aurai plus la possibilité de rester debout ou de m'asseoir. Si je suis rendu aphasique par Alzheimer, je n'aurai plus la possibilité de parler ou de me taire. Si je suis rendu désinhibé par quelque accident vasculaire cérébral ou quelque désinhibition frontotemporale, je n'aurai plus la possibilité d'être courtois ou discourtois. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Montaigne disait dans les Essais que la maladie est une sorte de mort par morceaux et que souvent l'homme meurt par morceaux avant de mourir tout à fait. Bien sûr, il est facile de constater chez les malades la nécrose de certaines parties du corps, l'évanouissement de certaines zones de l'esprit que va révéler l'IRM ou le scanner. On repérera ainsi du côté du corps ce poids mort du bras paralysé par l'hémiplégie, cette raideur d'une jambe due à la sclérose dont on parlait, ce durcissement. Hegel disait que la santé, c'est la fluide activité du tout. Et en effet, quand on est en bonne santé, tout est fluide, aussi bien physiquement que psychiquement. Ces maladies-là, en effet, sont faites de raideur, de durcissement.
On constatera du côté de l'esprit l'inaccessibilité de certains souvenirs, la perte de certains désirs, la non-reconnaissance d'un visage, la disparition de certaines inhibitions. En quoi, en effet, il est légitime de dire que ce sont des maladies qui font mourir l'homme par morceaux. Mais, nom de Dieu, plutôt qu'être attentif à cette mort par morceaux, ne pouvons pas nous montrer à l'affût de ces morceaux de vie qui toujours existent dans le corps comme dans l'esprit de ces malades-là, donner notre attention au possible. En effet, faire en sorte que cette errance ou cette attente eh bien, ne soit pas l'occasion d'une perte de maîtrise de la vie et d'une solitude, mais l'occasion pour nous, justement, de nous approcher d'eux. Oh, cela ne signifie pas que l'attente soit une bonne manière de vivre, et l'errance non plus. La vie errante, la vie qui attend, ne sont pas les plus belles des vies, mais puisque ces maladies-là vouent souvent les malades à l'attente et à l'errance, eh bien, essayons de comprendre qu'une vie est à inventer malgré l'attente et malgré l'errance. Opposée à l'attente impatiente, la patience attentive. Opposée à l'incohérence, la cohérence. Oh, c'est parfois difficile. Au long de nos nuits blanches et de nos jours noirs, nous avons parfois l'impression que ces maladies vouent en effet à une sorte de désastre. Où suis-je? Est-ce le jour? Je ne sais ce que je dois dire. Est-ce que ces mains sont les miennes? J'aimerais tant savoir ce que je suis. Cette nuit ne fait grâce ni aux sages ni aux fous, s'écrie le roi Lear sur sa lande. Même accompagné de la plus fine des façons, certains malades ont parfois des accents comparables à ceux du personnage de Shakespeare. Leur vie leur semble un désastre, ou nous semble un désastre, et le désastre rend parfois le réel impossible et le désir indésirable. Difficile alors de veiller sur le sens d'une vie qui semble s'absenter. Mais je crois essentiel de dire avec Pierre Magnard que veiller sur le sens qui s'absente, c'est justement distinguer entre le sens absent et l'absence de sens. Même si le sens de tout cela, c'est-à-dire la direction, nous semble manquer, la chercher, c'est peut-être la trouver. Et n'est-ce pas ce que Sancho Panza a fait auprès de Don Quichotte? Sancho Panza savait que Don Quichotte errait, mais il l'a accompagné dans son errance, et cela nous livre peut-être une des plus belles histoires de l'amitié, d'histoire de la littérature, et aussi tant de raisons de rire et de sourire. Très belles sont les pages de Cro-Blanc où Jack London nous dit l'homme le plus inquiet de tous les vivants, celui qui, pauvre en instinct, n'a pas trouvé sa place dans le monde, ne peut pas rester en repos, erre ou attend. Le wild, le froid glacé, s'en prend à celui qui erre, et parfois notre organisation sociale, notre système de santé, notre représentation de ce que doit être une vie, eh bien, ressemble à ce monstre froid qui voudrait justement ranger le dérangé, placer le déplacé. Peut-être qu'à mon avis, quelque chose d'autre est à inventer. Qui peut veiller sur celui qui veille? Eh bien, le cœur. Et le cœur, c'est aussi le courage. Merci à vous. Lorsque vous voyez en effet votre proche si transformé par la maladie, il semble de nouveau un faible enfant dans le lit de nouveau trop grand sans même le secours des larmes. Eh bien, lorsque vous le voyez vidé, perdu, errant, eh bien, il vous est parfois difficile d'avoir la main qui veille et le cœur endurant, comme disait Philippe Jacotet. Mais avoir la main qui veille et le cœur endurant, eh bien, je crois que c'est possible si l'on crée entre nous précisément une forme de cohérence pour essayer de remédier à l'incohérence. Merci de votre attention. Merci beaucoup.